J'ai la joie d'accueillir Karine Lacombe qui va nous dire comment on prend en charge les malades à l'hôpital. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire indépendamment de l'âge, du sexe, la mortalité par la Covid-19 a diminué de 50% entre mars et juin 2020. Alors évidemment, ce n'est pas parce que le virus a muté et qu'il est devenu moins pathogène, ce n'est pas non plus parce que les défenses immunitaires des êtres humains se sont déjà habitués à ce nouvel agent infectieux, mais c'est surtout parce que la prise en charge thérapeutique de la Covid-19 a considérablement évolué et s'est beaucoup améliorée. Et pour comprendre comment ces stratégies thérapeutiques ont pu améliorer la mortalité, il est indispensable de savoir, de connaître la physiopathologie de l'infection à SARS-CoV-2. En effet, au-delà de la partie virale de l'infection qui intervient quelques jours après la contamination, on s'est rendu compte que la Covid-19 était principalement une maladie de système, c'est-à-dire qu'elle se manifestait par des expressions cliniques très diverses. Elles peuvent toucher le cerveau, le système digestif, le rein, évidemment les poumons, mais également les muscles, la peau, etc. Et donc, on a vu également que cette physiopathologie impactait énormément l'expression clinique de la maladie. À partir du moment où le virus rentre dans les cellules par l'intermédiaire des récepteurs ACE2, le virus va utiliser une machinerie enzymatique qui va lui permettre de se multiplier à grande échelle très vite et va entraîner l'apparition de défenses immunitaires de type inflammatoire qui parfois peuvent être exacerbées. En sus du classique syndrome pseudogrippal qui intervient quelques jours après la contamination, environ 20% des personnes infectées vont développer une pneumonie hypoxémiante qui vont les conduire à l'hôpital et un certain nombre d'entre elles vont passer en réanimation. Alors pourquoi ? On connaît maintenant certains facteurs de risque tels que l'âge, le sexe, le surpoids, également le diabète ou les pathologies comme des maladies pulmonaires, cardiaques, etc. Et à côté de ces facteurs de risque classiques, on a mis en évidence des signatures immunologiques qui vont prédisposer à une évolution délétère de l'infection. Et ces signatures immunologiques, justement, deviennent des cibles thérapeutiques. Et effectivement, on a montré, parmi toutes les stratégies de traitement que l'on a explorées, que celles qui ont apporté un meilleur impact en termes de mortalité étaient surtout, à ce jour, celles qui s'étaient adressées à la phase inflammatoire plus qu'à la phase virale. Alors par exemple, les corticostéroïdes. Donc les corticostéroïdes sont une thérapeutique très ancienne que l'on a utilisée dans la grippe et on a montré d'ailleurs que dans la grippe grave, les corticostéroïdes pouvaient être délétères. Eh bien, chez les malades atteints de la Covid-19, les corticostéroïdes ont permis de diminuer de 20% la mortalité chez les personnes en salle de médecine, jusqu'à 35% la mortalité chez les personnes hospitalisées en réanimation. Donc les corticostéroïdes sont vraiment devenus la pierre angulaire du traitement de la Covid-19. À côté de cet anti-inflammatoire classique, on a évalué de nombreux immunomodulateurs et parmi toutes les molécules, celles pour lesquelles on a les résultats les plus solides, même s'ils sont encore assez partiels, c'est le tocilizumab. Le tocilizumab est une anti-interleukine 6 et l'interleukine 6 est une protéine essentielle dans l'inflammation dont la concentration augmente beaucoup au cours de la Covid-19 et le tocilizumab a montré une efficacité en termes de diminution du passage en réanimation, du taux d'intubation et de la mortalité à 28 jours. Alors évidemment, il y a des antiviraux. Je ne reviendrai pas sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine dont on a montré dans de nombreux essais qu'elle n'avait aucune efficacité en curatif ou en préventif et elle pouvait même avoir un effet délétère quand elle est associée à l'azithromycine. Un point particulier qui est le remdesivir. Donc, le remdesivir, dans 3 essais récemment publiés, a montré une petite efficacité sur le plan clinique en diminuant de 4 jours la durée d'hospitalisation, donc l'expression des symptômes, mais pas d'impact sur la mortalité à 28 jours. Et on attend avec beaucoup d'impatience les résultats de Solidarity, ce grand essai international qui contient l'essai européen Discovery pour avoir de meilleures données sur cette fameuse mortalité à 28 jours. Évidemment, à côté de ces molécules dites repositionnées,
parce qu'elles ont été mises sur le marché avec des indications hors Covid-19. Il y a le plasma de convalescent qui est une vieille thérapeutique qui constitue un transfert d'immunité passive et qui a montré une efficacité à ce jour, surtout chez les personnes immunodéprimées, en particulier par absence de fabrication, par absence de lymphocytes B qui fabriquent les anticorps anti-SARS-CoV-2. Deux choses extrêmement importantes qui font partie des thérapies de support, des soins de support et qui ont considérablement également changé le pronostic de la Covid-19, c'est l'anticoagulation et les moyens d'apporter de l'oxygène. Dans l'anticoagulation, il faut se rappeler que dans la Covid-19, l'incidence des événements thrombotiques est extrêmement élevée. Et d'ailleurs, le premier patient qui est décédé en France de la Covid-19 est décédé d'une embolie pulmonaire. Donc maintenant, l'anticoagulation est un élément important de la prise en charge et on adapte le degré d'anticoagulation au degré d'inflammation que présente le patient. À côté de l'anticoagulation, deuxième soin essentiel de support, c'est l'oxygénothérapie. On a aussi appris énormément. Par exemple, en salle de médecine, on utilise maintenant ce que l'on appelle le décubitus ventral vigile, qui permet de diminuer le risque de passer en réanimation. Et en réanimation, on utilise l'oxygénothérapie à très haut débit qui permet de diminuer le risque d'être intubé avec toutes les conséquences délétères secondaires à l'intubation. Alors, à côté de toutes ces thérapies non ciblées, repositionnées, sont développées des thérapies ciblées et j'espère que les résultats qu'on va en avoir dans les mois à venir vont permettre de répondre aux enjeux médicaux, mais également sociétaux et économiques. Et puis bien sûr, ma présentation sur la prise en charge de la Covid-19 serait vraiment incomplète si je ne rappelais pas les moyens de prévention essentiels que l'on a à notre disposition, qui sont le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale, l'aération des espaces clos, mais également le diagnostic des personnes symptomatiques, le dépistage des personnes contacts et puis l'isolement, la mise à l'isolement strict des personnes positives. Évidemment, chacune de ces mesures prises séparément ne permettra pas d'infléchir l'épidémie. En revanche, l'application de toutes ces mesures ensemble devrait permettre de modifier la dynamique de l'épidémie. Donc on voit bien en fait que l'on a une responsabilité individuelle pour un enjeu qui est collectif et dans une société inclusive, je pense que chacun d'entre nous doit œuvrer à être garant de la santé des autres. Merci Karine Lacombe pour ces mots rassurants. Nous avons bien compris. Je crois qu'on a bien progressé en médecine tout d'un coup grâce à vous.